Merci de m'aider à accueillir Tom Douchet. Bon, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Merci Alex pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Bon, tout ce qui a été dit, c'est une belle façon de dire qu'en fait, je suis au chômage. Mais au moins, c'était choisi. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de gestion des data à haut niveau. Alors, le titre est très large. Dans la réalité, vous allez voir qu'on va parler peut-être de choses plus centrées. Et en fait, aujourd'hui, via l'intervention, malheureusement pour vous, je ne vais pas vous donner beaucoup de réponses. Ça serait trahir ce que je pense qui est la bonne manière de faire une intervention. Donc, vous n'allez pas ressortir en vous disant aujourd'hui que vous connaissez davantage sur la thématique. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que vous ressortiez aujourd'hui en ayant davantage de questions sur la thématique. Pourquoi ? Parce que la gestion des data, c'est peut-être un des sujets qui a été le plus étudié ces dernières années. On a tous des connaissances sur le sujet, vous en avez sans doute beaucoup. Vous avez sans doute des connaissances que je n'ai pas sur le sujet. Vous avez aussi sans doute énormément de croyances sur ce sujet, parce que beaucoup de fois, on simplifie quelque chose qui est très complexe, à savoir le processus d'entraînement et comment on prend des décisions par rapport à tout ça. Donc avant qu'on commence et que je parle, je vais faire quelque chose que vous n'aimez pas généralement, c'est vous poser une question et que vous répondiez en me disant quelles sont les missions principales d'un préparateur physique. Ouais. Ok, donc tu m'as dit en premier lieu réduire les blessures et en deuxième développer les qualités physiques. Ok. Ouais. Guider vers la performance. Ok. Dernière réponse ? Non ? Ok. Alors, déjà, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que la première chose qui vient, c'est de réduire les blessures. Alors que le terme, c'est préparateur physique. Je pense qu'on a réduit un petit peu notre rôle à quelque chose de préventionniste, de faire attention, alors que notre objectif, c'est aussi de développer des choses. La deuxième question, c'est quelles sont les missions qui prennent le plus de temps à un préparateur physique ? Vous qui êtes en club, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Ouais. La planification, ok. C'est-à-dire créer la planification ? Y réfléchir ? Ok. Ouais. Création des séances, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous prend du temps ? Ok, gestion de la charge, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je pense qu'une des choses qui prend le plus de temps, en tout cas dans ce que j'ai vécu, c'est la gestion de la charge, c'est les données, c'est tout ça. Et la question, c'est est-ce qu'on est des préparateurs physiques ou est-ce qu'on est des gestionnaires de risque ? Si notre rôle, c'est de gérer le risque, normalement, ça veut dire qu'on doit être capable de prédire l'avenir. Parce que gérer un risque, c'est anticiper ce qui pourrait arriver et faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on est parti sur des données, beaucoup de données, énormément de données, dans un objectif de réduire ce risque et d'essayer de prédire quelque chose qui est incertain. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 questions qui vont être centrales. C'est déjà de comment évaluer l'état de forme des athlètes. Ça, normalement, vous connaissez déjà beaucoup de choses dessus, mais on va y revenir un petit peu. On va voir aussi comment prendre des décisions en fonction de cette évaluation. Et la dernière, qui est peut-être celle qu'on nous demande le plus, du coup, comment réduire le risque de blessure. Donc, on va dissocier tout ça en 3 temps. La première partie, ça va être répondre au quoi, donc c'est les outils, leur rôle, le comment, la récolte, l'analyse des données. Mais ici, il n'y aura pas de « je vais vous faire croire que ça marche comme ça », alors qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. On va essayer de voir la réalité, de comment ça se passe, et le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Et ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait, mais réellement. Pas ce qu'on en fait, ce qu'on aimerait en faire, et ce qu'on vous fait croire qu'on en fait. Vraiment, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, pour repartir de la base, déjà, l'entraînement, ça repose sur quoi ? Ça repose sur ça. C'est des études qui ont été faites en 1950, dans ces années-là, par un monsieur qui s'appelle Hans Selye, qui travaillait au niveau de la biologie. Ils ont fait des études sur des rongeurs.
Okay, donc on n'est pas sur l'être humain, on est sur des rongeurs. L'idée, c'était d'exposer ces rongeurs à des stress qui pouvaient être physiologiques, qui pouvaient être psychologiques, dans le sens où on va essayer de faire peur à l'animal, et on voit ce qui se passe après ce stress. Quand on expose l'animal au stress, dans un premier temps, il y a une phase d'alarme. C'est-à-dire que l'organisme va réagir en ayant une diminution de ses performances. Okay, je parle de performance, mais c'est fonction vitale. Ensuite, on va avoir une phase de résistance. Cette phase de résistance, c'est l'organisme qui s'adapte à ce stress et qui devient meilleur face à ce stress. Sauf que, avec le temps, si on applique le stress trop longtemps, on a une dernière phase qui s'appelle la phase d'épuisement, qui va mener à une rediminution des capacités de l'organisme, et dans ce cas, souvent, quand c'était avec les rongeurs, la mort de l'animal. Et bien, tout ça, ça a servi de base théorique pour l'entraînement. Donc, on est parti du principe que quand on avait un couplage entre charge de travail et récupération optimale, nos performances, elles allaient s'améliorer avec le temps. Par contre, quand on a un couplage entre charge de travail et récupération qui est trop important plus insuffisant, on a une diminution des performances sur le long terme. Okay, donc ça, c'est la base théorique de comment on fait l'entraînement. Ensuite, il y a des modèles qui ont été créés. Ce modèle, vous le connaissez peut-être, c'est le modèle de fitness fatigue qui a été mis en évidence par Bannister. Vous avez deux effets dans l'entraînement, un effet positif, un effet négatif. Et quand on applique une charge d'entraînement, dans un premier temps, on va avoir une diminution des performances à court terme. Et avec le temps, encore une fois, quand on a une récupération qui est bonne, on a une augmentation de notre niveau de performance par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est ce qui nous permet de progresser avec le temps. Donc, comme je l'ai dit, on divise entre deux effets, négatifs et positifs. L'effet négatif de l'entraînement, c'est la fatigue, qui fait que ça a une ampleur importante. Okay, donc, on est très fatigué quand on a fini une séance. Et ensuite, ça diminue. Ça ne dure pas très longtemps. Par contre, l'aspect fitness, la condition physique, elle, l'ampleur est faible. Ce n'est pas quelque chose qu'on va ressentir à court terme. Mais par contre, ça a une prise de durée qui est plus longue. Cette différence de durée, c'est ce qui fait qu'on progresse à long terme. Donc, on revient sur des définitions qui sont très basiques, mais qui sont importantes sur la charge externe. Charge externe, on la définit comme la charge de travail qui est effectuée par l'athlète, indépendamment de ses réponses. Peu importe comment il va répondre, c'est ce qu'il a fait, ce qu'on peut quantifier. Okay, une distance, ça peut être une vitesse, ça peut être plein de choses. Okay, ça, c'est la charge externe. La charge interne, elle, ce sont les réponses de l'athlète à cette charge externe. La réponse, elle va être à la fois physiologique, mais aussi psychologique. C'est les deux cas. Okay, donc, comment on a une interaction entre les deux? Parce que ça, c'est très important. On a une interaction entre la charge externe et la charge interne. La charge externe va forcément influencer votre charge interne. Si votre charge interne, elle monte trop, ça va sans doute influencer votre charge externe. Peut-être que vous ne pourrez plus soutenir ce que vous étiez en train de faire. En tout cas, plus avec la même charge interne. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment réellement on peut anticiper l'un ou l'autre. Imaginons que vous fassiez un 10 km à pied en 40 minutes. Votre charge interne moyenne, elle est de 83% de votre fréquence cardiaque maximale. Okay, ça, c'est la donnée de base. Maintenant, admettons que je vous demande de courir pendant 43 minutes à 83% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est votre fréquence cardiaque moyenne sur les 40 minutes. Quelle distance vous allez parcourir? Eh bien, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Parce que 83% de votre fréquence cardiaque maximale, ça va dépendre d'un état de forme. Ça se trouve, si vous êtes fatigué, votre fréquence cardiaque va augmenter, et du coup, vous allez courir moins vite. Si vous courez moins vite, vous faites moins de distance. Ça se trouve, vous êtes en forme, et donc du coup, pour 83% de votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez faire plus de distance. Donc le fait qu'on ne puisse pas prédire une charge interne à partir d'une charge externe, ça a des implications qui sont très importantes dans ce qu'on va voir pour la suite. Si on essaye de théoriser un petit peu comment tout ça fonctionne, il y a Impellizzeri et ses collaborateurs en 2019 qui ont proposé ce modèle que je trouve intéressant, avec une charge externe. Une charge externe, c'est quoi? C'est une charge de travail qu'on va appliquer et qui entraîne des demandes physiques. Ça provoque forcément une charge interne. La charge interne, on l'a dit, ce sont des réponses physiologiques, des réponses psychologiques, et c'est la charge interne qui dicte l'adaptation. Ce n'est pas parce que vous allez proposer telle ou telle charge externe que votre athlète il va progresser. Si, moi, vous me proposez la même séance qu'un coureur de demi-fond de haut niveau, je vais exploser. Si vous lui proposez les séances que moi je fais, il ne progressera jamais. Pourquoi? Parce que c'est la charge interne qui compte. Okay? Donc, on différencie la charge de travail
qui est la quantité et l'intensité, volume et intensité, à l'entraînement, et du coup, l'état de forme. L'état de forme, c'est tout ce qui entoure tout ça, c'est l'état physique, psychologique, physiologique d'un individu à un moment donné. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'une semaine, c'est 168 heures, et l'entraînement, suivant le sport dans lequel vous vous situez, le niveau, on va dire 8 à 15 heures par semaine. Donc il se passe énormément de choses autour de l'entraînement. Si on quantifie que ce qui se passe à l'entraînement, sans doute qu'on manque une partie de l'explication. Donc rapidement, le suivi d'état de forme, c'est comment s'adaptent mes athlètes à l'entraînement proposé et qu'est-ce qu'ils font à côté. Sans doute que la plupart d'entre vous entraînent un public assez jeune. Même si vous êtes à haut niveau dans un centre de formation, la plupart d'entre eux, ils sont scolarisés. Donc forcément, ça compte dans la fatigue globale que le sportif va accumuler. Si vous entraînez des gens un peu plus âgés, et qu'entre deux, il y en a un qui vient d'avoir un enfant, et l'autre qui est célibataire, admettons, ils n'ont pas la même vie. Le fait d'avoir eu un enfant, ça va jouer aussi sur son état de forme. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais ça explique en partie la performance. Et on a le suivi des charges de travail, qui ça, généralement, on a l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement, que ce soit collectivement ou individuellement? Quelle est la performance de mes athlètes? Et éventuellement, est-ce que, à partir de ça, je peux prévenir les blessures? L'objectif étant évidemment d'optimiser la performance de mes athlètes. Alors, juste pour revoir quelques outils rapidement et pour en rediscuter avec vous, on a dans le suivi d'état de forme les questionnaires qui représentent quelque chose qui est quand même très largement fait dans l'entraînement maintenant. Les indicateurs, on peut prendre ce qu'on veut. L'échelle, on peut prendre ce qu'on veut. À partir du moment, évidemment, on garde toujours la même. Il y a un questionnaire qui est validé, que personnellement j'ai beaucoup utilisé, notamment dans mes travaux de recherche, qui est le Looper questionnaire, qui va reprendre ces 4 indicateurs, courbature, stress, sommeil, fatigue. On pose une question, comment tu te sens? Donc ça veut dire quel est ton niveau de courbature? De 1 à 7, 1, tout va très bien. 7, j'ai des courbatures qui sont énormes. On additionne le score de chacun des indicateurs. Si on est à 28, ça va très très mal, ça veut dire qu'on a répondu à 7 sur 7 sur chacun des indicateurs. Si on a 4, tout est parfait. Okay? Donc ça, c'est un questionnaire qui est validé, qu'on peut utiliser. Maintenant, en pratique, ce n'est pas si simple que ça. Parce que ce qui se passe quand on pose la question de ce questionnaire, notamment quand je le faisais avec les jeunes joueurs, ici, sur le stress, il n'y en a pas un qui vous mettra plus que 1. Parce que dire que je suis stressé, ça revient à dire que je ne me sens pas bien. Et donc vis-à-vis des autres, je vais être mal perçu. Donc finalement, l'indicateur, ça se trouve, il ne sert à rien. Okay? Différencier une fatigue d'une courbature, est-ce que c'est simple pour l'individu? Est-ce que vous avez bien expliqué comment ça fonctionnait? Donc, votre questionnaire, il peut être super à partir du moment où tout est bien compris par chacun et que les indicateurs sont pertinents pour la population que vous avez. Donc ça sera valide pour tous les indicateurs qu'on peut utiliser. Ensuite, vous avez les tests neuromusculaires. Donc là, on continue sur les tests de suivi de plateforme. Il y en a plein qui existent, tests de saut, au pluriel ou pas. Les tests de grippe, de vitesse de barre, de force isométrique, il y en a plein. Je vous ai pris le cas du CMJ parce que ça me paraît intéressant. Il y a une étude qui est sortie en 2021, qui a été faite par Bishop, qui a montré que quand on fait des tests de saut sur des plateformes de force, suivant l'indicateur qu'on va utiliser, donc dans ce cas, on peut utiliser par exemple, la hauteur de saut, le pic de puissance, on peut utiliser le temps de propulsion, on peut utiliser le RFD, donc qui correspond à l'explosivité. Chacun de ces indicateurs ne va pas renseigner la même chose. Les indicateurs de hauteur de saut et de pic de puissance vont plutôt évaluer une performance, mais seront moins pertinents pour évaluer un état de forme. Alors que ces indicateurs de temps de propulsion et de RFD seraient plus intéressants pour évaluer un état de forme. Pourquoi? Parce qu'un individu, même fatigué, va être capable de maintenir une hauteur de saut simplement parce qu'il va changer son pattern moteur, ses stratégies motrices. Donc peut-être qu'il va maintenir une hauteur de saut, mais en ayant un temps de propulsion qui est plus long. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que, oui, faire des CMJ, c'est bien pour tester l'état de forme, mais si vous n'utilisez pas les bons indicateurs derrière, ça se trouve, en fait, ça ne fonctionne pas. Autre exemple, imaginons qu'on prenne la hauteur de saut parce que vous pouvez faire que ça, c'est mieux que rien. Vous êtes avec un public assez jeune. Le public, il progresse pendant l'année. Comment on fait? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en meilleure forme qu'ils étaient en début d'année? Ou est-ce que simplement ils ont progressé? J'ai pas la réponse. Enfin, j'ai la réponse, mais chacun trouvera la sienne.
Donc après, on va passer sur la partie charge de travail. On a la partie charge interne. Alors, j'ai rajouté charge interne cardiaque, vous verrez pourquoi plus tard. Donc la fréquence cardiaque, c'est sans doute évidemment l'outil le plus fiable sur ce sujet-là. Vous pouvez prendre plein de choses, hein, que ce soit un pourcentage moyen de FC max sur un effort, ça peut être un temps passé dans des zones qui vont être définies. Par contre, et ça, même si je me doute que vous le savez, je le répète parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises, on a la nécessité de connaître la fréquence cardiaque maximale de ces athlètes. Je vous prends un exemple. Il y a de ça maintenant 8 ans, je travaillais au centre d'expertise de la performance à Dijon et on avait récupéré des GPS. Ces GPS embarquaient un capteur cardiaque. C'était des GPS de la marque Polar, donc on avait un capteur cardiaque. On les a récupérés en saison, à peu près autour de octobre ou novembre. Donc du coup, on les a mis directement avec nos athlètes et l'avantage, c'est qu'on avait la charge interne en direct sur la tablette. C'était super intéressant. Et puis, on pouvait exprimer la charge interne en pourcentage du max de nos athlètes. Donc c'était super. Sauf que, chose extraordinaire, on avait des athlètes qui dépassaient les 100% de FC max à certains moments. Alors, on est bien d'accord, c'est impossible. Okay, mais pourquoi j'ai ça? C'est parce que le système, lui, il est bête. Il part du principe que votre fréquence cardiaque maximale, c'est 220 moins l'âge. Nous, on n'a pas eu le temps de mettre les capteurs cardiaques sur un test aérobie maximal. Donc, on n'avait pas la véritable fréquence cardiaque maximale de nos athlètes. Donc, du coup, on ne pouvait pas utiliser l'indicateur parce que l'outil n'était pas capable de se remettre à jour lui-même. À partir de ce moment-là, tout votre indicateur, finalement, il est biaisé. Ensuite, on a des choses beaucoup plus simples que vous utilisez sans doute tous, notamment la RPE. Je rappelle que la RPE, c'est surtout pour les activités à dominante aérobie, puisque ça a été montré comme corrélé à la fréquence cardiaque, et que ça a été mis en évidence sur des études à dominante aérobie. Vous pouvez utiliser la RPE en musculation, ce n'est pas un problème, mais il faut savoir que ce n'est pas aussi validé que sur des activités à dominante aérobie. Si je vous ai mis une échelle qu'on avait mis en place à l'époque quand j'avais commencé à Dijon, les joueurs n'avaient pas l'habitude de le faire, on avait débuté, donc on avait décidé d'essayer de faire quelque chose de très visuel pour que ça les aide à répondre. Vous pouvez faire comme vous voulez. Nous, on a repris l'échelle sur 10. Si on prend l'échelle qui est validée, il y a des endroits où normalement il n'y a pas de mots. Nous, on a décidé d'en mettre partout. Voilà. Ça, encore une fois, vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant, la problématique avec les RPE, c'est que c'est très difficile. Personnellement, je l'utilise moi-même pour mes séances personnelles. Mais en fait, c'est une galère. Même moi, j'y arrive pas. J'ai énormément de mal à différencier entre un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Et des fois, c'est est-ce que je ne suis pas plus en train de noter ce que j'aime ou ce que j'aime pas, plutôt que vraiment la difficulté de l'effort. Là, la question se pose. Et avec les joueurs, ça se voit directement. Imaginons que vous fassiez une séance dans laquelle vous finissez par un intermittent, ou alors la même séance, mais l'intermittent, vous le mettez au début, vous n'aurez pas la même note. Parce que si vous finissez par la chose qui est dure, la note, elle grimpe. Alors oui, on sait que normalement, il faut attendre une demi-heure pour faire la RPE, qu'il faut le faire de manière individuelle avec les joueurs, sauf qu'en pratique, ce n'est pas forcément facile à faire. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de le faire à distance, des outils comme MyCoach, etc. Mais si on est obligé de courir après les joueurs pour le faire, ça devient une galère. Ensuite, vous avez la session RPE. Donc là, pareil, j'imagine que vous connaissez. On quantifie la charge externe et la charge interne. On multiplie la RPE par le temps de séance et on obtient une note en unité arbitraire d'une charge de séance. C'est intéressant. Au tout début, quand j'ai commencé à Dijon, j'utilisais ces deux choses-là parce que je n'avais pas de GPS. Donc ça me permettait d'avoir une quantification de la charge. C'était intéressant parce que je proposais une RPE avant la séance de ce que j'estimais qu'allait être la séance. Je comparais avec la réalité. Je demandais au coach ce qu'il estimait. On regardait la réalité. Parfois, on mettait même une note avant de demander aux joueurs leur note après la séance pour voir, OK, nous, on a estimé, après avoir vu la séance, que c'est ça. Est-ce que c'était véritablement ça? Donc, ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'entraînement. Mais on a quand même des limites aussi sur cet indicateur parce que si on regarde, si vous faites une séance qui dure 90 minutes avec une note de 3 ou une séance de 30 minutes avec une note de 9, vous avez la même charge. Pourtant, ce n'est pas la même séance du tout. Donc, quantifier une charge, c'est bien. La contextualiser, c'est sans doute encore un peu mieux. Évidemment, contextualiser, c'est pas facile, parce que c'est pas palpable, c'est pas quantifiable. On peut pas dire, OK, ça veut dire ça, mais dans la réalité, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Une des limites aussi de cet indicateur, c'est que ça repose sur la RPE. Donc, si vous n'avez pas de fiabilité sur votre RPE, forcément, l'indicateur de session RPE n'a pas de fiabilité. Je prends un exemple. Il y a quelques années, on fait une séance avec des jeunes,
une séance qui était censée être forte, 3 jours avant le match. Et à la fin de la séance, je demande les RPE à mes joueurs. Et un de mes joueurs me dit, bah, aujourd'hui, 4. Et j'avais pas fait attention, le coach était à côté. Le coach s'énerve direct, va voir le joueur et dit, putain, comment ça 4 ? Comment tu peux mettre 4 ? Ça veut dire que tu t'es pas donné à fond aujourd'hui. T'as pas fait ce qu'il fallait. Et le joueur fait, non, pardon, je voulais dire 6. Bah, derrière, fini. Derrière, qu'est-ce qu'il fait le joueur ? Il anticipe que quand il est 3 jours avant le match, que c'est une séance forte, il faut qu'il dise 6 parce que sinon, il va se faire engueuler. Bah voilà, l'indicateur, il vaut plus rien. Donc ça peut aller très très vite. Après, on a l'évaluation de la charge interne musculaire. Et là, la question, c'est une des questions qui je trouve est assez intéressante dans la recherche ces dernières années, c'est de savoir comment a été utilisé le système neuromusculaire. Alors, on a des outils qui permettent de le faire en dehors terrain, mais sur le terrain, comme on pourrait le faire pour la charge interne cardiaque, eh ben on ne peut pas. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'a pas d'outils qui nous permettent de le faire. Et ça, c'est une limite parce qu'on va dire que généralement, on arrive à quantifier de manière quantitative, mais tout ce qui va être qualitatif, c'est plus dur à faire. Et aujourd'hui, ça, on n'y arrive pas. Je passe vite, mais c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Ensuite, on a évidemment les GPS. Je dis évidemment parce que ça fait énormément de bruit ces dernières années. Je ne me considère pas comme un vieux préparateur physique, mais pourtant, quand j'ai commencé, on n'en avait pas. Aujourd'hui, toutes les équipes quasiment en ont, même au niveau amateur, maintenant on a des GPS, ce qui est très bien. Mais un GPS, ça vous donne une quantité. Ça ne vous dira jamais ce que vous devez faire. Okay, donc, il y a des limites à cet indicateur aussi. L'avantage des GPS, c'est qu'on peut faire maintenant quand même beaucoup de choses et on peut faire un peu ce qu'on veut. Vous avez des seuils bruts. Donc là, j'ai mis ce qu'on retrouve de manière générale. Hein, les distances dans des seuils, 0,15, 15, 20, 25, supérieur à 25. On peut quantifier aussi les accélérations, que ce soit des nombres, que ce soit des distances, des vitesses. On peut exprimer en mètres par minute. On peut exprimer une vitesse maximale atteinte. Donc on peut faire pas mal de choses. Ça nous renseigne sur ce qu'on a fait à l'entraînement. Je trouve que les GPS, ce que ça nous a apporté, c'est d'être plus précis sur ce qu'on a fait. De savoir, OK, on aurait aimé faire ça aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Ça, c'est super intéressant. En tant qu'entraîneur, préparateur physique, ça nous a permis d'apprendre davantage sur quel contenu engendre quelle demande. Et ça, c'est super intéressant. Ensuite, on s'est posé des questions forcément sur comment on peut l'utiliser pour l'individualiser. Donc, on peut aussi utiliser des seuils individualisés. Ici, je me suis amusé à faire des seuils, là, les 2 premiers, que j'ai déjà essayé d'utiliser, mais qui sont, sans doute, vous n'avez jamais vu ailleurs. C'est de se dire, bah, OK, je quantifie une VMA continue, je quantifie une VMA intermittente, parce que j'ai fait mes 2 tests. Bah, ça se trouve, je vais faire un seuil entre 85% de ma VMA, donc continue, et ma VMA intermittente. Pourquoi pas ? Mais après tout, je fais ce que je veux. À partir du moment où j'ai une plateforme, je peux faire ce que je veux. Je peux faire entre ma VMA intermittente et 120% de ma VMA intermittente. Comme ça, c'est individualisé aux capacités de l'athlète. Pourquoi pas ? Après, il y en a qui se sont posé la question d'individualiser par rapport à la vitesse maximale. Donc, au-dessus de 70% de ma vitesse maximale, au-dessus de 80, au-dessus de 90%. On peut faire ça. On peut faire la même chose avec les accélérations et décélérations. Supérieure à 50% de l'accélération maximale qui a été enregistrée pour un athlète. Pareil pour la décélération. Donc en fait, on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut avec les GPS. La limite de cet outil, encore une fois, c'est que ça ne nous donne pas tout. C'est juste un outil qui est quantificateur. Et beaucoup de fois, on essaye de comparer à ce qu'on va retrouver dans la littérature scientifique, on essaye de comparer à ce qu'on retrouve dans d'autres équipes. Sauf qu'en fait, quand on creuse un peu sur ces outils, bah, il faut qu'on sache comment l'outil quantifie. Parce que, par exemple, comment l'outil quantifie un sprint au-dessus de 90% de la vitesse max, par exemple. À partir du moment où il décide que c'est un sprint. Est-ce que c'est dès que la personne atteint plus que 90% de sa vitesse max, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait passé plus de temps, c'est-à-dire plus de 2 dixièmes, 3 dixièmes? Est-ce qu'il faut qu'il y soit passé pendant une distance donnée? Et ça, généralement, c'est des réponses qu'on n'a pas, et pourtant, c'est des choses qui se règlent sur les interfaces. Et si vous n'avez pas les mêmes réglages que la personne dans la littérature scientifique ou qu'un collègue avec qui vous comparez, en fait, finalement, vous ne pouvez plus comparer vos données. Okay, donc ça, c'est important. Alors, à un moment donné, dans la littérature scientifique, donc il y a quelques années maintenant, est arrivé ça. Vous avez déjà sans doute tous vu ce schéma sur le ratio charge aiguë, charge chronique. Et quand c'est arrivé, ça a fait un bruit énorme.
On n'entendait parler que de ça, à un moment donné. Et l'idée, c'était de dire que quand on entraîne quelqu'un, il faut rester dans une sorte de continuité sans trop modifier, sans trop varier ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, l'idée, c'est de dire, on va prendre ce qu'on a fait sur la semaine en cours, les 7 derniers jours, et on va le comparer à ce qu'on faisait sur les 28 derniers jours. Si on est autour de 1 en ratio, ça veut dire qu'on est dans la continuité de ce qu'on a l'habitude de faire. Si on est au-dessus, dans la zone rouge, ça veut dire qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce que ces auteurs ont défini, c'est que ici, il y a un gros risque de blessure. Si on est en dessous de ce qu'on a l'habitude de faire, on bascule sur une possible sous-charge et un sous-entraînement. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont sorties à un moment donné, avec des zones idéales, des zones à éviter, ici, ici, et même des zones de top performance. Comme si finalement, tout était simplifié. Enfin, on avait un indicateur qui nous permettait de dire, là, ce qu'on fait, c'est bien. Le problème, généralement, c'est que ces indicateurs qui nous disent, avec facilité, là, c'est bien, ou là, c'est pas bien, bah, c'est qu'ils simplifient tellement quelque chose de complexe que du coup, ça ne fonctionne pas. Je vais y revenir. Donc ça, c'est moi, quand j'étais un jeune prépa. Et je viens d'arriver au centre de formation à Dijon. Et du coup, je me renseigne sur ce qui était fait au club. Au moment où j'arrive au centre de formation, il n'y a pas de RPE, il n'y a pas de questionnaire, il n'y a pas de GPS. Alors ça vous paraît peut-être complètement fou, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 7 ans maintenant. Et chez les pros, on avait la RPE, mais on n'avait pas de questionnaire, on n'avait pas de GPS. Okay, donc, encore une fois, les GPS, ça reste assez récent. Même si on a l'impression qu'on a toujours eu ça, ça reste assez récent. Donc quand j'arrive, je dis, bah, ok, moi, on m'a appris plein de choses, je sais qu'il faut faire de la quantification de charge, je sais qu'il faut utiliser des outils, donc bah, j'essaye de pousser en interne pour qu'on fasse quelque chose. Donc vu que les pros font la RPE, j'ai pas trop de mal à imposer la RPE au sein du centre de formation sur les 3 équipes. Donc on met en place ça. Okay, donc je me teste sur cet indicateur, j'essaie d'apprendre des choses avec cet indicateur, et rapidement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est simple. Je me dis, je ne comprends pas qu'on n'évite pas plus de blessures. Si j'avais plus d'outils à ma disposition, en fait, ça serait super simple. Parce que j'ai des outils, on m'a appris ça, donc des outils plus une manière de quantifier qui me dit là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. En fait, c'est super simple. Et ça coïncide avec un moment donné où les pros, ils ont une vague de blessures où ils doivent faire, à un moment donné, 10 ou 12 blessés en l'espace de 1 mois et demi. Et là, moi, je suis jeune préparateur physique, j'ai appris plein de choses. Dans ma tête, c'est super simple. Je me dis, mais en fait, s'ils faisaient ça, plus des GPS, des questionnaires, les RPE, ils auraient beaucoup moins de blessures. Donc en fait, je me dis, moi, je pourrais faire mieux. Ils ne le font pas, mais moi, je pourrais faire mieux. C'est facile, en fait. Sauf que ça, c'est l'arrogance de celui qui croit savoir. Et on passe tous par là, c'est normal. Quand on débute dans un sujet, on croit savoir parce que tout paraît simple. Et laissez-moi vous dire que je me suis bien trompé. Parce qu'à partir du moment où, en 2e année, j'ai eu tous les outils, j'ai compris qu'en fait, c'était pas si simple. J'avais tout, j'avais les outils, j'avais les manières de quantifier, et pourtant, j'avais des blessés aussi. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça m'arrive alors que je pensais que c'était simple? Bah, la réponse, elle est toute simple, en fait. C'est que c'est complexe. C'est que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on veut bien croire. Okay, donc quand on vous dit, faites ça, vous allez réduire des blessures, peut-être qu'on en évite un petit peu, en tout cas, on évite de faire n'importe quoi, mais c'est pas si simple. Et le fait d'avoir tous ces outils, ça m'a amené plein de questions. Et des questions que je ne soupçonnais pas au départ. Parce que vu que j'étais débutant dans la thématique, j'imagine même pas toutes les possibilités de questions qui existent. Et je vous ai fait une liste de questions qui arrivent au moment où on a des indicateurs. Et ces questions, elles sont très complexes. Déjà, quels indicateurs je prends quand je récupère les GPS? Je mets quoi comme indicateur? Comment je récolte les données? Quand est-ce que je les récolte? Qui récolte les données? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des données manquantes? Comment je m'assure que les joueurs vont participer? Comment je stocke les données? Quel logiciel de stockage j'utilise? Quel logiciel de partage j'utilise? Comment j'analyse mes données? Quelles analyses je fais? Est-ce que je fais des analyses statistiques? Est-ce que je fais des analyses qui sont empiriques? Est-ce que je fais une analyse individuelle? Est-ce que je fais une analyse collective? Est-ce que je compare
Mais oui, si oui, à quoi? Comment je fais mon reporting? Pour qui je fais mon reporting? Quelle complexité je mets dans mon reporting? Et quel seuil de décision j'utilise? Pour chaque question qu'il y a ici sur ce tableau, la réponse, elle n'est pas évidente. Il y a plein de possibilités de répondre. Et chacun ici dans la salle répondrait différemment à ces questions. Et vous auriez raison. Parce que vous avez des contextes différents, vous avez des publics différents, vous avez des croyances différentes, vous avez des convictions différentes, et c'est tout à fait normal, et tant mieux. Mais, tant qu'on n'a pas été confronté à ça, on n'imagine même pas toutes les questions qu'il y a. Là, j'ai rempli la page de questions, j'aurais pu continuer très longtemps. Et vous comprenez l'idée. Et ça, c'est des questions plutôt d'ordre organisationnel. Après, les questions de fond, un peu plus théoriques, un peu plus philosophiques, elles sont encore plus complexes. Donc, pour mettre un peu en perspective tout ce que je dis, on va prendre un exemple concret de ce qui se passe en avant-séance. Imaginons qu'en avant-séance, vous vouliez faire du suivi d'état de forme. Donc, vous voulez faire du Hooper questionnaire, par exemple, ou tout autre questionnaire que vous auriez décidé. Vous voulez faire des tests de détente sur des plateformes de force. Et vous utilisez, par exemple, le Myocène, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé, notamment dans les clubs de foot, pour évaluer une fatigue musculaire. Donc là, c'est pour vous montrer, vraiment, là, c'est réel, c'est ce qui se passe dans un staff, même au très haut niveau, dans la réalité. On peut dissocier 3 parties, le staff perf, les joueurs, le staff technique. Le staff perf, ça va être les prépas, et ça va être le médical, en gros, pour faire simple. On arrive, tout le staff, à peu près, entre 7h30 et 8h, selon les clubs, peu importe, et derrière, on fait une réunion, et on va manger. Généralement, le petit déjeuner est tous ensemble. À Lens, c'était comme ça. Ensuite, de 8h30 à 9h30 à peu près, pour le staff perf, on a la préparation de séance, on a le travail personnel selon nos missions. Pour les joueurs, c'est l'arrivée plus le repas. Eux, ils arrivent un petit peu plus tard, donc voilà, sur ces coups de 8h30, genre entre 8h30, 9h, 9h30, suivant les clubs. Pour le staff technique, on est directement sur la préparation de séance, où eux, leur seul rôle, on va dire, c'est la préparation de la séance à venir. Donc ils sont focus là-dessus. Nous, on a évidemment la préparation de séance, mais vu qu'on a des métiers qui sont très différents, qu'on soit prépa en réathlé, prépa sur la salle de muscu, prépa sur le terrain, qu'on soit kiné en salle, qu'on soit kiné de table, peu importe, on a des missions qui sont différentes, donc on a aussi du travail personnel. Derrière, entre 9h30 et 10h20 à peu près, on va avoir un objectif pour nous, staff perf, qui va être de tester, de récupérer les données, d'analyser les données, faire un reporting, prendre des décisions. Ça, c'est nos missions principales. Pour les joueurs, à peu près sur le coup de 9h50, travail en salle, préparation à la séance. Okay, donc ça, c'est comme ça que c'est censé arriver. Sauf que, dans la réalité, ce qui devrait être ici la zone violette, une zone où il ne se passe rien, ce qui se passe, c'est que l'analyse, le reporting et la décision, elle doit se faire ici en 10 minutes. Pourquoi? Parce que là, généralement, on court après les joueurs. En fait, on n'a pas de temps. Cette petite phase-là, on a beau être chez les pros, on a beau être, comme l'année dernière à Lens, 26 dans le staff, c'est compliqué de tester, récupérer les données pour tous les joueurs sur plein de tests. Parce que souvent, on n'a pas non plus, on n'a pas 4 plateformes de force, on n'a pas 4 myocènes, on n'a pas 5 personnes qui peuvent faire le questionnaire, chacun a des missions. Et donc, du coup, le temps de faire passer tout le monde, bah, on arrive où les derniers, ils sont juste, ils le font à la fin de leur phase de préparation de travail en salle. Sauf que là, vous avez 10 minutes pour analyser, faire le reporting, prendre une décision. Si dans ces 10 minutes, vous arrivez, vous dites au coach, alors en fait, là, il y en a 3, ce serait bien qu'il ne s'entraîne pas. Alors que le mec, il a passé 2 heures à préparer sa séance, et là, vous lui foutez en l'air sa séance. Je pense que vous allez faire une fois, derrière, vous allez vous faire recevoir. Donc en fait, ce qui se passe, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est compliqué, c'est qu'on on peut tester, on peut récupérer les données, mais généralement, on regarde après la séance, on dit « Ah oui, t'as vu, lui, du coup, il était un petit peu fatigué. » Bon, en fait, il s'est quand même entraîné, mais c'est un peu dommage. Mais parce que la complexité du quotidien fait que bah, ça prend du temps. Alors après, on passe sur l'après-séance. J'ai pris 2 indicateurs simples, que, on va dire, la plupart des gens font, RPE, GPS. Imaginons ici un suivi de RPE de 2 joueurs, un joueur 1 en jaune, un joueur 2 en vert. Okay, donc vous avez l'évolution des RPE ici. La question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, par rapport à ce suivi de RPE, quel est le joueur qui est le plus fatigué? Est-ce
Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Ouais. Ok, pourquoi? Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse que ça? Ouais. Ça peut être quoi? Pardon, j'entends pas. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre a une réponse? Vous voulez dire autre chose? Non? Ouais. Ok. Ok. Bon, ça bosse bien à Lyon parce que les réponses sont bonnes. Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas comparer. Parfois, quand je fais cette présentation-là, en tout cas sur cette slide-là, la réponse qui vient naturellement, c'est bah, le jaune, il est plus fatigué, il est au-dessus. C'est évident. Oui, mais comme vous avez dit, ça peut être la manière de noter. Si moi, d'habitude, je dis 6 et que toi, tu dis 4, bah, en fait, c'est notre manière de voir les choses, c'est une subjectivité, et donc on ne peut pas faire de comparaison par rapport à ça. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, et où il manque des éléments de réponse dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a certains moments où on peut faire des hypothèses. Au départ, je reviens un peu en arrière, au départ, on a un écart, on va dire, de 2 unités arbitraires, okay, entre les deux joueurs, tout le temps. Donc en fait, c'est la subjectivité. Sauf que, à un moment donné, on a une inversion. Celui qui était toujours au-dessus, d'un coup, se retrouve en dessous. Pourquoi il se retrouve en dessous alors que d'habitude, il est toujours au-dessus? Et donc du coup, forcément, celui qui est toujours en dessous se retrouve au-dessus. Pourquoi il se retrouve au-dessus? Et on s'aperçoit qu'à la fin, ça se renormalise. On revient à ce qu'on avait l'habitude. On peut émettre l'hypothèse qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y en a un, soit qui était dans un meilleur état de forme, soit il y en a un qui était plus fatigué que d'habitude. Alors, quand c'est comme ça, donc cette phase-là, là, où on a une inversion, si on veut faire des hypothèses qui ont du sens, on essaye de regarder pourquoi ça a pu arriver. Donc imaginons que les séances qui sont en violette, là, ce soient des séances qui sont identiques. Eh bien, on va regarder. Est-ce que dans ces séances identiques, où en fait on a une inversion, là il était au-dessus le jaune, là il est en dessous, pourquoi il y a cette inversion? Est-ce que ça vient de cette séance-là? Est-ce que ce joueur-là, ce joueur en vert là, il a fait plus que ce qu'il fait d'habitude sur cette séance un peu typique et qui expliquerait qu'en fait il est au-dessus? Ou est-ce qu'en fait il a fait comme d'habitude dans ce type de séance type, et à ce moment-là ça veut dire que c'est pas la séance, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sans doute. Donc on peut le questionner. Pourquoi tu t'es senti fatigué? Est-ce que c'est lié à la séance? Est-ce que c'est lié à autre chose? Et puis on peut aller voir avant. Tiens, la séance qui s'est passée avant à chaque fois, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, c'était déjà comme ça. Là, c'est déjà comme ça. Donc c'est peut-être que ça s'est passé avant. Et là, on commence à faire des hypothèses qui peuvent avoir un peu plus de sens. Okay, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose ici, et quand on regarde, ah bah ici c'était déjà le cas, c'est peut-être encore avant. Et on va pouvoir remonter. On est d'accord, c'est rétrospectif. Et au moins, même avec un suivi tout bête, on s'aperçoit qu'il y a des moments où on peut commencer à faire des hypothèses. Okay, on est d'accord, il y a de la subjectivité. Mais même dans la subjectivité, la comparaison peut être importante à partir du moment où on compare des tendances. Ok? Je prends le même exemple. Ici, on garde qu'un seul joueur, notre joueur en jaune, et on va regarder un suivi de charge GPS. On est d'accord, c'est un suivi qui est théorique. Hein. J'ai pas mis des vraies données. Bon, bah voilà, vous avez un joueur, vous avez des évolutions de charge. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bah pareil, je vais regarder ma séance 3, ma séance 8. Je sais que le joueur en jaune, à un moment donné, il a été plus fatigué. Mais moi, je veux des réponses. Je veux savoir pourquoi il a été plus fatigué. Donc du coup, je vais regarder. Ok, ces deux séances-là, elles sont censées être identiques. Sur la distance totale, bon, c'est à peu près pareil. Sur la distance entre 20 et 25, c'est à peu près pareil. Ah, tiens, sur la distance supérieure à 25, là, il en avait fait beaucoup. Cette fois, il en a fait beaucoup moins. Les accélérations, il n'en avait pas fait beaucoup. Là, il en a fait beaucoup plus. Si je vois ça, en tant que prépa, maintenant dans le foot depuis quelques années, je me dis, ok, sans doute qu'on n'a pas utilisé les mêmes espaces dans la séance. Peut-être qu'ici, sur cette séance-là, on a fait des espaces un peu plus réduits, qui ont engendré beaucoup plus de changements de direction, alors que là, on avait sans doute fait des espaces un peu plus grands, qui ont engendré plus de distance à haute intensité. Donc en fait, peut-être que nos séances n'étaient pas tout à fait identiques. Si elles n'étaient pas tout à fait identiques, c'est peut-être ça qui a fait que ça mène à une RPE plus grande. Donc c'est peut-être que c'est, entre guillemets, de notre faute. C'est-à-dire que c'est nous qui avons engendré ça. Donc ça se trouve, si on refait quelque chose de mieux, en tout cas
de plus habituel le lendemain, ça se trouve, ça va se renormaliser. Okay, même chose, on peut aller voir la veille. Qu'est-ce qui s'était passé? En distance, à peu près similaire. Distance 20-25, la première fois, on en avait fait plus que la deuxième fois. Distance supérieure à 25, par contre, on n'avait pas du tout fait, et là, on en a fait un peu. Les accélérations, on avait beaucoup fait, là aussi, on a beaucoup fait. Donc là, en fait, on va commencer, pour chaque joueur, à aller voir sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui aurait pu permettre d'avoir ces réponses-là. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire pour essayer de contextualiser, comprendre pourquoi on a des données. Sauf que là, je vous ai montré pour un joueur, et vous avez une équipe. Et du coup, c'est super dur. Parce que s'il faut faire ça x 25, c'est compliqué. Pour pas dire impossible. Et ça demande un temps qui parfois peut être déraisonnable de regarder pour chaque joueur qu'est-ce qu'il a fait, combien il a fait, pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qui explique tel état de forme. Pour ensuite, seulement derrière, essayer de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait le lendemain. C'est très, très compliqué, très complexe, parce que je vous ai montré ce qu'il pouvait expliquer de notre côté, mais il y a encore une fois tout ce qui se passe de son côté à lui. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, à lui, qu'on n'aurait pas pu voir, ou en tout cas qu'on n'a pas joué dessus. À un moment donné, dans ma thèse, on a fait cette étude-là, où on est parti de la planification typique de l'entraînement dans le foot, donc avec une forme J+2 pas trop fort, on monte à J-4, on monte encore à J-3, puis on réduit la charge. Ça, c'est la planification typique dans le foot. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on inversait les deux séances? Sur l'état de forme, le jour du match, sur la quantité de charge qu'on fait dans la semaine, en essayant de conserver, évidemment, les mêmes contenus dans les deux types de semaines. Je vous montre un des résultats qu'on a eu sur le Hooper questionnaire, notamment au niveau des courbatures. On avait fait passer le questionnaire à J-4 et le jour du match. Dans le cas de la planification typique, on a eu une augmentation du niveau perçu de courbature le jour du match quand on a fait la planification typique. Alors pourquoi on a eu une augmentation? C'est parce qu'on était dans un centre de formation, notre objectif c'était de faire du développement, et du coup l'état de forme le jour du match était moins important que ce qu'on peut avoir quand on recherche l'aspect compétitif. Dans la planification modifiée, on n'a pas eu de différence significative entre J-4 et le match. Donc, pour une même quantité de charge, cette planification-là permettrait, je le mets au conditionnel, d'avoir un meilleur état de forme le jour du match. Donc on est capable de faire autant, si ce n'est plus, en termes de charge, et d'avoir un état de forme qui est meilleur. Donc, si on conclut simplement, on peut dire, ça veut dire que cette planification, elle est meilleure. Oui, mais, c'est toujours un mais. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ici, vous avez les comportements individuels de chaque joueur entre J-4 et le match. Vous voyez que dans la planification modifiée, il y a des joueurs pour qui on a eu une augmentation très significative du niveau perçu de courbature. Dans la planification typique, il y a des joueurs pour qui on a eu une diminution très significative du niveau perçu de courbature. Alors on fait quoi? Est-ce que pour la moitié de mon groupe, je fais la planification typique et l'autre la planification modifiée? Je ne peux pas faire ça. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien dire. Oui, ok, tel modèle de planification, il semble meilleur, tel papier, il a dit que c'était meilleur. Oui, mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Forcément, ce n'est pas vrai pour tout le monde. L'entraînement, il est individuel. Les réponses à l'entraînement, elles sont individuelles. Je ne vais pas réagir de la même manière à un entraînement que n'importe lequel d'entre vous. Même si on reste à peu près dans quelque chose de similaire, il y a quand même des différences interindividuelles. Et ça, pour les prendre en compte, et du coup, prendre des décisions dans l'entraînement par rapport à ça, c'est très compliqué. Je pense, après réflexion, après quelques années, que l'objectif, pour simplifier tout ça, c'est de s'inspirer de la recherche scientifique. C'est pas de mettre en place des protocoles, c'est pas tout ça. Par contre, il y a des choses dans la recherche scientifique qui sont très intéressantes et qu'on devrait essayer de mettre en place. L'idée, dans le suivi et dans la quantification des charges, dans la gestion des datas, ça va être de comparer des éléments qui sont comparables, dans des contextes qui sont reproductibles, contrôlés, et ça c'est essentiel pour réduire l'incertitude et garantir des analyses fiables et exploitables. Prenons un exemple. Vous avez une séance que vous faites à J-3. Et sur ce J-3, votre objectif, c'est d'avoir des grandes distances à haute intensité. Et donc, du coup, vous allez comparer, et vous voyez que dans un cas, vous avez fait 250 mètres de distance à haute intensité, en moyenne, sur votre groupe, et dans l'autre cas, vous avez fait 150. Et du coup, vous dites, bah,
Ok, la séance 1, elle était meilleure que la séance 2. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé autour? Pourquoi vous avez ça? Ça se trouve, en fait, vous n'avez déjà pas fait les mêmes contenus. Si vous n'avez pas fait les mêmes contenus, déjà, par nature, c'est pas comparable. Donc, si on ne peut même pas comparer la charge, comment on va pouvoir comparer ensuite l'état de forme? Tiens, du coup, à J-2, le lendemain de cette séance, dans le premier cas, ils avaient un état de forme qui était mauvais. Dans le deuxième, il était bon. Oui, d'accord, mais en fait, vos séances n'étaient pas les mêmes. Donc forcément, l'état de forme ne va pas être le même. Donc, comment on fait pour comparer des choses dans des éléments, dans des contextes qui ne sont pas comparables? Vous feriez ça dans la recherche scientifique, on vous dirait, non, en fait, c'est pas logique ce que tu me dis. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas les mêmes planifications, donc forcément, ça n'engendre pas les mêmes résultats. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de réduire le bruit et de comparer des choses qui sont comparables. Ici, vous avez 2 semaines différentes. C'est encore une fois des exemples théoriques, mais une semaine 1 et une semaine 4. Okay, il y a 3 semaines qui séparent ces 2 semaines. Vous prenez votre séance de J-3. De prime abord, en termes de charge, elles sont à peu près similaires. Mais quand on creuse un peu, est-ce qu'elles sont vraiment similaires? Est-ce que l'horaire de la séance, la durée de la séance, les contenus et le temps de jeu effectif, c'est-à-dire la durée de la séance quand on enlève les pauses, est-ce que ça, c'était identique? Si ça, c'est pas identique, ça se trouve, ça explique les différences que vous avez sur les 2 séances. Vous êtes à J-3, encore une fois, vous avez fait 250 mètres de distance à haute intensité dans un, 150 dans l'autre, et vous regardez, dans les 2 cas, on a fait une séance d'1 heure et demie, donc je comprends pas, ok, on a fait les mêmes contenus, ok, et puis vous regardez les durées. Ah oui, mais c'est vrai que le grand jeu sur lequel on a fait toute la distance à haute intensité, dans un cas, on a fait une demi-heure, dans l'autre, on a fait que 15. Bon, voilà. En fait, c'est juste expliqué par ça. Donc c'est pas une question, on a fait plus parce que les joueurs étaient plus en forme. C'est vous, via la construction de la séance, qui avez engendré cette différence de charge. Ensuite, il y a des choses qui peuvent être un peu plus abstraites, mais qui jouent. Par exemple, la météo. Est-ce que dans un cas, c'était un temps horrible, et donc du coup, c'était très difficile de se déplacer sur le terrain? Ou alors, est-ce que dans l'autre cas, il faisait grand beau temps et c'était très facile? Les résultats en cours, est-ce que vous avez de la pression externe? Est-ce que vous avez des supporters? L'année dernière, à Lens, on a fait 3 ou 4 fois dans la saison des entraînements qui étaient ouverts au public. Vous avez 5000 spectateurs qui sont sur le bord du terrain pour un entraînement. C'est pas le même entraînement que quand il n'y a personne. Forcément, déjà, on s'entend pas. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas certains joueurs qui vont vouloir faire un peu plus pour se montrer? Est-ce que le coach il va vouloir préserver un peu ses joueurs parce qu'il y a du public? Ça, c'est des choses qui jouent, forcément, sur la performance en séance. Et derrière, on va aller voir, du coup, tout ce qui se passe autour de cette séance. Ça se trouve, dans un cas, vous aviez 2 séances avant. Vous aviez commencé à J-5, vous avez fait un J-4, alors que dans l'autre cas, il n'y avait que le J-4 et à J-5, vous étiez en repos. Puis on peut remonter encore. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y avait un match 3 jours avant. Là, le match, il était 5 jours avant. Est-ce que c'est du coup le même contexte? Est-ce que c'est vraiment comparable? Et puis, il y a ce qui se passe après. C'est quoi le match qui arrive après? Est-ce que c'est un match de Ligue 1? Est-ce que c'est un match de Coupe de France? Est-ce que du coup, ça joue dans la manière que l'entraîneur va décider de construire sa séance, dans l'implication que le joueur va avoir? Imaginons que ce match de Coupe de France soit contre une équipe bien inférieure en termes de niveau et que le coach a déjà annoncé qu'il allait faire des rotations dans l'équipe. Peut-être que les joueurs majeurs vont diminuer un peu la charge, vont se reposer un peu plus, vont moins s'impliquer. Ça, c'est des choses qui jouent forcément dans la charge que vous allez produire et vous devez le tenir en compte quand vous faites vos analyses. Et donc, du coup, la question que vous devez vous poser, que j'essaye de me poser parfois, c'est combien de fois, en fait, on pourrait vraiment faire des analyses pertinentes? Des analyses dans des contextes qui sont reproductibles. Parce que la plupart du temps, on analyse dans des contextes qui ne sont pas reproductibles. Oui, on n'a pas le choix, ça c'est sûr. Mais il existe des manières de faire en sorte qu'on analyse des contextes qui sont un peu plus reproductibles. Par exemple, quand vous jouez en Ligue 1, il y a des fois, vous allez avoir 5 jours entre 2 matchs. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 7, des fois, c'est 3. Peut-être qu'on peut comparer que les semaines où on a 5 jours entre 2 matchs. Déjà, c'est une piste. Il y a plein de manières de faire. On va réduire l'incertitude en essayant de comparer des éléments qui sont comparables. Alors, une des pistes aussi, c'est d'avoir des séances avec des attentes qui sont plus précises. Je vous ai parlé tout à l'heure d'avoir des séances un peu type. On ne peut pas avoir des séances qui sont complètement type parce que forcément, il y a de la variété dans les contenus, dans tout ça. Mais ces dernières années, avec l'émergence de la périodisation tactique, qui est critiquable à bien des égards, mais ce n'est pas le sujet, on a défini que chaque séance avait une orientation physique. Donc parfois, on a des séances
type force, type aérobie, type vitesse. Et ce qu'on voit, d'un point de vue des GPS, c'est que ça engendre une augmentation des quantités sur certains indicateurs. Prenez une séance force, vous avez plus d'accélération, de décélération. Une séance aérobie, c'est plutôt la distance totale. Séance de vitesse, c'est plutôt la distance supérieure à 25 km/h. Okay, c'est très réducteur, mais c'est l'idée. Alors admettons que aujourd'hui vous mettiez en place une séance force, et donc du coup vous allez rechercher, ou en tout cas, dans tous les cas, obtenir plus d'accélération et de décélération. Vous allez peut-être vouloir mettre des objectifs à vos joueurs, en disant, ok, j'ai fait une planification, mon objectif aujourd'hui c'est d'avoir telle quantité d'accélération et de décélération. Maintenant, laquelle? Comment on choisit? Et déjà, il y a plusieurs manières de choisir. On essaye d'avoir des références, généralement des références qui sont compétitives. Mais est-ce que la référence compétitive, je la prends au poste? Ok, un défenseur central en Ligue 1, c'est tant d'accélération et de décélération en match. Aujourd'hui, je veux faire tant de pourcents de ça. Donc je fais au poste. Ou alors, je peux décider de le faire de manière individuelle. Les attentes, elles sont individuelles. Tiens, tel joueur, en match, en Ligue 1, cette année, c'est tant d'accélération, tant de décélération. Ou alors, je fais des attentes qui sont collectives. Mon équipe, en Ligue 1, cette année, c'est tant d'accélération et de décélération. Donc, je veux faire tant de pourcents. Et derrière, on se pose encore des questions. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends la performance maximale enregistrée de manière au poste, individuelle, collective? Est-ce que je prends la performance moyenne de tout ce qu'on a enregistré? Est-ce que je prends la moyenne des 5 meilleures performances? C'est quoi la meilleure réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce que vous allez décider. C'est ce que vous pensez être le mieux. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse par rapport à ça parce que j'en ai pas, en fait. La seule question qu'on doit se poser, c'est quoi la charge optimale à ce moment-là? Et cette réponse-là, elle n'est pas facile à prendre. Donc, on revient sur cette idée de quantité par rapport à la performance compétitive. Il y a beaucoup de papiers, moi j'en ai fait un, qui traite des charges relatives, c'est-à-dire combien je fais la semaine en fonction du match. L'idée, c'est d'avoir des ratios de charge. Imaginons, vous faites 10 000 mètres en match, c'est votre distance totale. Vous avez défini, du coup, que sur la semaine, vous voulez entre 2 et 3 fois votre distance de match en séance. Donc, ça veut dire que vous allez faire entre 20 et 30 km sur la semaine. C'est ce que vous décidez. Okay, donc après, ça va être comment vous les répartissez. Même chose sur la distance supérieure à 25. Vous faites 300 mètres en match, vous avez décidé que ce que vous voulez, c'est entre 0,5 et 1,5 fois votre distance de match à l'entraînement. Donc vous allez faire entre 150 et 450 mètres. C'est votre objectif. Accélération, décélération, vous en faites 100, vous faites 2 à 3,5 fois, entre 200 et 350 fois. 350 accélérations. Et la question, c'est, OK, il y en a beaucoup qui se disent, c'est comme ça qu'ils font fonctionner. J'ai une performance compétitive, je vois dans la littérature scientifique que généralement, les équipes, elles se situent là-dedans. Okay, j'ai pris des chiffres qui sortent de la littérature scientifique, c'est ce qu'on observe. C'est ce que, quand on quantifie juste de manière, OK, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait de manière générale? On tombe là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est ce que font les équipes. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire mieux. C'est ce que font les équipes. Et donc, moi, je fais ça, et je me pose des questions. Ces charges que je propose à mes athlètes, est-ce qu'elles sont trop faibles, optimales, ou trop élevées? Comment je fais pour savoir, à partir du moment où j'ai proposé ça, si c'est bien, ou si c'est pas bien? Ça, c'est votre suivi d'état de forme. C'est ça qui va vous permettre de dire, OK, j'ai fait telle charge, mes athlètes, ils sont bien, je peux continuer. J'ai fait telle charge, mes athlètes sont moins bien, il faut que je réduise. Okay, c'est que ça qui peut vous permettre. Donc, on continue ce processus de pensée. J'ai fait mes charges, je me pose la question, est-ce que c'est trop faible, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est trop élevé? Je fais mon suivi d'état de forme. Donc j'ai défini, OK, mon athlète, il est bien, pas bien, moyen. La question, c'est, maintenant, on fait quoi? C'est quoi la suite? Mais je ne peux pas prédire la charge interne d'un athlète. Donc à partir de ce moment-là, on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer derrière. Je reviens à la diapo que j'ai fait au tout départ. Je fais 10 km en 40 minutes. J'ai 83% de fréquence cardiaque maximale en moyenne.
Je cours pendant 40 minutes à 83% de ma FC max. Quelle distance je vais faire? Je ne sais pas. Parce que ça dépend de mon état de forme. Donc même si vous avez l'état de forme du joueur, vous ne pouvez pas, avec certitude, dire « Ok, dans cet état de forme, en lui proposant telle séance, voilà ce qui va se passer ». Vous pouvez réduire l'incertitude, mais vous ne pouvez pas être certain de ce qui va se passer par la suite. Okay? Donc c'est ça qui complexifie le processus de création de l'entraînement. Donc à un moment donné, en tant que préparateur physique, j'ai connu une phase où je ne croyais plus en rien. Parce que, avec tout ce que je vous ai dit, vous vous rendez bien compte que c'est très complexe. Les indicateurs, ils peuvent tous être critiqués. La manière d'analyser les données peut être critiquée. Et donc, du coup, la question, c'est, en fait, on fait quoi de tout ça? Parce que si on ne peut pas savoir, à quoi bon faire tout ça? Et, par exemple, vis-à-vis de la RPE, sur l'année où je suis au PFC, quand j'arrive, je définis, en tout cas, je décide que je ne veux plus faire la RPE. J'en veux plus. Donc, j'arrive dans un club où la RPE, c'était quelque chose d'institutionnel. Ils s'en servaient énormément, que ce soit dans les rapports de séance, tout était inscrit. Donc, c'était très important pour eux, pour les entraîneurs, de faire la RPE. Ils avaient l'habitude de le faire. Ils avaient un certain confort dans l'idée de faire la RPE. Sauf que moi, j'arrive en tant que responsable de la perf du centre, je ne veux plus le faire. Donc, évidemment, débat, réunion, crise. Mais je suis appuyé par le responsable de la performance du club qui dit « Ok, si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas, tu as le droit. » Donc on ne le fait pas. Et personnellement, c'est mon avis, j'ai jamais eu autant de réponses que quand je ne l'ai pas fait. Parce que si je n'ai pas de RPE, que je n'ai pas de données, la seule chose que je peux faire, c'est discuter avec mes joueurs. Donc du coup, je passais beaucoup plus de temps à discuter avec mes joueurs. Et là où mon joueur me donnait 6 et que je ne savais pas ce que c'était, cette fois, mes joueurs me disaient « C'était dur, mais c'est normal parce que c'est une séance qui était dure, mais franchement, je me sens bien. » Du coup, c'est pas pareil. Parce que le 6, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à toute l'information que le joueur m'a donnée? Ah oui, c'est compliqué, ça prend du temps. Ça veut dire que je n'ai pas de valeur chiffrée que je peux rentrer dans un fichier, mais est-ce que je n'ai pas plus d'informations à donner au coach, au médical, à moi-même pour créer mes séances, quand le joueur me dit exactement ce qu'il ressent? Donc, j'ai essayé parfois de me dégager de ces outils, de ces indicateurs. Parfois, j'y suis revenu, parfois, j'y suis pas revenu, pour voir ce qui était vraiment important et comment ça pouvait fonctionner si jamais j'avais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un confort, on a tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine époque, pas si lointaine, il n'y avait pas tout ça, et pourtant on s'en sortait quand même. Donc, il y a quand même des manières de faire en sorte de comparer les choses. Je suis bien conscient que depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est complexe et que ça se trouve, pour certains d'entre vous, vous dites « Ah, il est chiant », et vous avez peut-être raison. Mais il y a quand même des manières de faire pour qu'on puisse comparer. Déjà, c'est de comparer un joueur par rapport au groupe. Ok, ce joueur-là, aujourd'hui, à la fin de la séance, il m'a répondu 6 en RPE, mais le reste du groupe, il est à 4. Comment ça se fait que lui, il est aussi haut? Bon, du coup, je vais creuser, je vais lui poser la question. Comment ça se fait que toi, tu as trouvé ça si dur alors que les autres ont trouvé ça un peu moins dur? Et peut-être que là, du coup, je vais commencer à avoir un élément de réponse. Je vais creuser, je vais faire des hypothèses. Je peux regarder quand c'est plus haut, mais aussi quand c'est plus bas. Tiens, toi, tu as donné une RPE qui est beaucoup moins élevée que les autres. Alors, je ne lui dis pas comme ça, parce que je ne veux pas qu'il soit biaisé. Je vais lui dire, comment tu as senti la séance? Je vais dire, écoute, franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé ça super simple. Ok, pourquoi? Est-ce qu'en fait, il vous a répondu ça parce qu'il, franchement, il n'en avait rien à secouer, il était fatigué, il n'avait pas envie de vous répondre, il vous a donné un chiffre au hasard? Ou alors, non, il a vraiment senti ça facile, il se sent bien en ce moment, et peut-être qu'on peut rajouter un peu plus pour lui. Donc là, voilà, des comparaisons comme ça, c'est simple à faire, et vous pouvez les mettre en place assez facilement. Ensuite, évidemment, on a le suivi longitudinal, qui est le suivi le plus intéressant, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est d'évaluer le joueur dans le temps. Et ça veut dire qu'il faut prendre le temps de regarder ce qui s'est passé avant, et peut-être de situer une zone dans laquelle il est de manière générale, et de voir quand est-ce qu'il en sort. Pour ça, il y a plusieurs outils qui existent, le Z-score, le D de Cohen, les SWC, les tests statistiques classiques. Je vais vous parler de ces deux-là. Ceux-là, normalement, vous les connaissez à peu près. Celui-là, peut-être que vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir. C'est intéressant. C'est pas très, très compliqué à mettre en place. Et ça peut vous donner des pistes pour évaluer. Moi, une des pistes que j'ai trouvées pour répondre à mes questions, ça a été d'aller voir le Z-score. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Le mot fait peur, mais c'est pas compliqué. L'idée du Z-score, c'est que on part de données qui suivent une loi qu'on appelle normale. Ça, c'est une loi normale.
C'est quoi une loi normale? C'est une loi qui est distribuée en forme de cloche. Vous prenez par exemple la taille de la population en France, hommes et femmes comprises. Admettons que ce soit en moyenne 170 cm. C'est ce que vous avez là. Le pic, c'est 170 cm. C'est là que vous allez avoir le plus de gens. La plupart de la population française fait 170 cm. Quand on prend chaque taille, 150, 151, etc., jusqu'à 200, là où il y a le plus de monde, c'est à 170. Okay? Et de chaque côté, il y en a de moins en moins. Plus on s'éloigne, c'est-à-dire plus on s'approche de 140 cm, moins il y a de gens qui font 140 cm en étant adultes. Si on regarde 210 cm, il y a très peu de gens qui font 210 cm. Mais par contre, il y a beaucoup de monde au milieu. Comment on définit les zones ici? C'est avec des écarts-types. Quand on s'éloigne de plus un écart-type et de moins un écart-type, par exemple, imaginons la population en France, sa taille c'est 170 cm, plus ou moins 10 cm, ça veut dire qu'on a, de manière générale, quand on a une loi normale, on a à peu près 68% de la population qui va être entre 160 cm et 180 cm. Dès qu'on a une loi normale, ça suit ce pattern-là. Et plus on s'éloigne, dans cet écart-type-là, entre du coup 150 et 160, entre 180 et 190, il y a moins de monde, etc. Okay, alors comment on s'en sert dans l'entraînement? Eh ben, on va calculer le Z-score. Le Z-score, on le calcule en ayant une observation, une moyenne et l'écart-type. Je prends l'observation. Imaginons, moi, je fais 160 cm. La moyenne, c'est 170 cm. Donc, je suis à moins 10. Sur l'écart-type. L'écart-type, il est à combien? Il est à 10. Moins 10 sur 10, moins 1. Bah, moins 1, je suis de ce côté-là. Voilà. Mon Z-score, je l'ai calculé comme ça. Très facile. Très, très simple. Okay, et derrière, on va pouvoir mettre des seuils. Les seuils, ici, je me suis amusé à les faire moi-même. Je les ai créés. Ce que je pensais. Ça pourrait être critiqué. Vous pourriez faire différemment. Je suis parti du principe que sur des tests d'état de forme, quand je suis à 0, bah, c'est pas forcément bien. Ce qu'on veut, c'est être plus du côté du positif. Si je suis à 1, ça veut dire que j'ai 10 de plus, dans le cas de la taille que je vous prenais, que l'habitude, que la moyenne. Donc ça veut dire que je suis dans un meilleur état de forme que habituellement. Et plus je m'éloigne dans le négatif, plus ça veut dire que je suis moins en forme que ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça marche quelles que soient vos données. En fait, il vous suffit juste d'une donnée, sa moyenne, son écart-type. C'est très simple. Ensuite, vous avez le Sten score. Le Sten score, c'est un Z-score qui est multiplié par 2 plus 5,5. Pourquoi on fait ça? C'est que ça donne une note sur 10,5. Donc 10,5, vous ne l'atteindrez jamais. Et en gros, ça donne une note quasiment sur 10. Donc c'est facile. Ça donne un score pour le coach, pour le joueur, en lui disant bah, sur 10 à peu près, t'es à 5, t'es à 6, t'es à 7. Ça permet d'être un peu plus palpable que du moins 3 à plus 3. Bon, tout ça, ça permet de faire un suivi longitudinal individuel et collectif, donc jour par jour, et par période. Des fois, on va juste sélectionner une période donnée. On va calculer la moyenne sur une période, et on exclut ce qui était avant. On peut faire comme ça. Le Z-score, les échelles, elles peuvent varier suivant ce que vous voulez. Je vous ai montré sur le test d'état de forme, plus je vais du côté du négatif, moins c'est bon. Okay? Par contre, quand on prend des charges de travail, imaginons que ce soit une distance parcourue. Si je fais beaucoup plus que d'habitude, c'est négatif. Si je fais beaucoup moins que d'habitude, c'est négatif. Donc peut-être que ce que je veux, sur mes charges de travail, si je veux de la continuité, c'est d'être dans une zone qui ne varie pas trop. Okay, donc là, le Z-score va être utilisé différemment. Mon échelle va être différente selon l'indicateur, selon ce que je veux. Okay, juste pour que vous compreniez qu'en fait, l'indicateur, on en fait ce qu'on en veut derrière. Je vous ai dit tout à l'heure, l'idée, ça va être de comparer des choses qui sont comparables. D'essayer d'avoir des séances types pour évaluer des performances en longitudinal. Et ça va nous permettre d'évaluer, mais surtout d'ajuster nos séances types en fonction de cet état de forme. Alors, je reprends l'exemple du Z-score. Et là, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je prends un suivi, imaginons que ce soit des tests de saut. Ça, c'est un truc que j'avais mis en place au Paris FC. On faisait des tests de saut le matin, et je prenais plusieurs indicateurs. Ici, vous avez un exemple avec la détente. Juste la hauteur de saut. Okay, donc vous avez toutes les valeurs sur 11 jours, de J1 à J11. J'arrive à J12, et je fais du coup mon évaluation. Mon observation, elle est à 42,1. C'est ce qu'a fait mon athlète. Et ben mon Z-score, il a 1,01. Comment j'ai calculé ça? Je prends mon 42,1, j'enlève la moyenne de tout ça,
Donc s'il a 1,01, ça veut dire que j'étais au-dessus de la moyenne de ce que j'ai l'habitude de faire. Okay, donc ça veut dire que je suis dans un état de forme qui est censé être meilleur que ce que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, la hauteur de saut est plus haute que ce que j'ai l'habitude de faire. Okay, finalement, c'est super simple. Après, je peux faire, comme j'ai dit, par rapport à des séances type. À côté, j'ai mis des petites lettres. Aérobie, vitesse, force, etc. Bah, ça se trouve, ce que je veux, c'est évaluer que quand on fait des séances force. Bah, dans le cas de mes séances force, aujourd'hui, j'ai fait une séance force. Après ma séance, je suis à 40,1. D'habitude, je fais 40,1, 42, 42,4, 41,8. Si je prends la moyenne, que j'évalue ça par rapport à ma moyenne et mon écart type, et ben mon Z-score, il est à moins 1,45. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup moins que ce que j'ai fait, que ce que je fais d'habitude après une séance force. Donc peut-être que cette séance-là, elle a été plus fatigante que d'habitude. Okay, donc cet indicateur-là, il vous permet de situer par rapport à une habitude, quelque chose de longitudinal. Et comme je l'ai dit, parfois on peut faire sur une période donnée. Ça se trouve, ce qui s'est passé là, ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est ce qui se passe ici. Donc je fais ma moyenne sur ce qui se passe là. Je la compare à mon observation ici. Voilà. Et du coup, j'ai un Z-score. Finalement, ce n'est pas si compliqué. Donc c'est un outil qui est très utilisé dans la recherche scientifique, qu'on peut intégrer du coup dans l'entraînement pour voir comment ça se passe. Le deuxième que j'ai dit que je vous présenterai, c'est le dé de Cohen. Donc là, l'idée, c'est un petit peu différent, c'est d'évaluer l'ampleur de l'écart entre deux populations, ou entre deux valeurs, données, etc. On peut le faire avec le test d'état de forme, on peut le faire avec les charges de travail. Donc là, je vous ai pris un exemple. Vous avez deux indicateurs, un ici, donc deux moyennes, et différents. L'idée, ça va être de voir la différence d'écart type entre les deux. Je prends ma première moyenne, ici, je soustrais la deuxième moyenne, et je divise par l'écart type général de toutes les valeurs que j'ai dans la moyenne 1 et la moyenne 2. Okay, on a ensuite des données qui nous permettent de situer l'ampleur d'une différence. Quand ça donne inférieur à 0,2, je suis sur une différence qui est triviale. Entre 0,2 et 0,5, c'est faible. Entre 0,5 et 0,8, c'est modéré. Et au-dessus de 0,8, c'est large. Ça, c'est un outil qui est très, très utilisé dans la recherche scientifique. Vous le verrez beaucoup dans les papiers de recherche. Je prends un exemple. Imaginons que vous ayez deux séances vitesse dans laquelle vous voulez observer la distance supérieure à 25 km/h. Ici, c'est les données de tous vos joueurs, sur la séance 1, sur la séance 2. Vous avez deux moyennes. 203 dans un cas, 179 dans l'un. Et vous avez l'écart type général. Okay, si juste on regarde la moyenne, ce qu'on a l'habitude de faire, vous faites votre reporting, vous montrez au coach, tiens, on avait fait 203 la semaine dernière, cette semaine on a fait 179. Pourtant on a fait la même séance. Et le coach il dit, ah mais c'est pas possible, comment ça se fait, les joueurs sont fatigués, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors on s'est trompé, bon. Ok, bah, on va calculer quand même notre D pour voir si vraiment la différence elle est si importante que ça. Bah, ici, dans ce cas-là, ça fait 0,42. C'est faible. En fait, la différence, elle n'est pas si énorme que ça, quand on considère ces deux séances-là. Après, peut-être que le continuum qui est utilisé ici, les valeurs qui sont utilisées ici, peut-être qu'il faut les modifier. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la recherche, de manière générale, les valeurs ici. Et peut-être que dans l'entraînement, il faut les modifier un petit peu. Ça, ces valeurs-là, ces seuils-là, c'est à vous de les décider. Chacun décidera selon ce qu'il a envie. Alors, comme ça a été présenté tout à l'heure, cette année, j'ai décidé d'arrêter, de sortir du foot, de sortir aussi de la recherche académique, pour plein de raisons, mais on va dire que de manière générale, j'en avais assez de tout ça, parce que je trouve que dans ce qu'on fait au quotidien, on a du mal à réfléchir, en tout cas à pousser la réflexion davantage que « Ok, on a toujours fait ça, donc on va continuer à faire ça ». On peut faire mieux que ça. Déjà, d'utiliser des tests comme je vous ai présenté, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait, et ça nous permet d'aller un peu plus loin. Se dire « Nos indicateurs, ils sont biaisés ». Et donc, du coup, oui, il faut leur faire confiance, mais pas que. D'essayer de comparer des choses qui sont comparables. C'est déjà faire un pas vers réfléchir scientifiquement. Ça ne veut pas dire être un scientifique, ça veut dire réfléchir scientifiquement. Et du coup, cette année, je me suis posé la question de et si on allait voir encore plus loin? Et j'ai été voir dans des domaines qui n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de physique quantique. Alors, vous vous dites sans doute, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter, mais vous allez voir qu'on peut faire des analogies avec des domaines qui, de base, n'ont rien à voir. Suivez-moi, ça va être un peu dur au début, et vous allez voir que vous allez comprendre. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Schrödinger.
qui a fait une expérience de pensée qui est ultra intéressante dans la physique quantique. Une expérience de pensée, ça veut dire que c'est une expérience qui n'a pas été faite sur le terrain, en pratique, mais dans la tête. Il a pris, dans son expérience de pensée, une boîte qui est totalement hermétique. Elle est fermée. Okay, on n'a pas la possibilité de voir à l'intérieur, une fois qu'elle est fermée. À l'intérieur de cette boîte, il y a enfermé un chat. Comme je l'ai dit, c'est une expérience de pensée, il n'y a aucun chat qui a été blessé dans cette étude. Avec ce chat, on a un dispositif radioactif à l'intérieur qui a une chance sur 2 de se déclencher. S'il se déclenche, le chat est mort. S'il ne se déclenche pas, le chat y vit. Okay, jusque-là, vous me suivez. Qu'est-ce qui déclenche ou non le processus radioactif? C'est ce qu'on appelle une particule quantique qui s'appelle un qubit. Il a 2 possibilités, 2 états. Soit l'état 0, s'il est dans l'état 0, le dispositif radioactif ne se déclenche pas, donc le chat y vit. Si le qubit se met dans l'état 1, le dispositif radioactif se déclenche et le chat meurt. Okay, la question centrale de cette expérience de pensée, c'est est-ce que le chat, il est mort ou est-ce qu'il est vivant? La physique quantique, elle dit que tant qu'on n'a pas regardé, il est considéré dans un état de superposition quantique, c'est-à-dire qu'il est à la fois mort et vivant. On ne peut pas considérer son état tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boîte fermée, c'est le domaine des possibilités. Il y a 2 possibilités, soit il est mort, soit il est vivant. La boîte qui est ouverte, c'est le domaine des certitudes. Je sais qu'il est mort, je sais qu'il est vivant. Donc, avant d'observer, il existe plusieurs futurs, mais après l'observation, il n'existe qu'un seul passé. Okay, jusque-là, vous me suivez. Maintenant, on va prendre un joueur. Ce joueur, on imagine théoriquement qu'il est enfermé dans la boîte. Avec lui, on a des RPE, on a des GPS, on a des questionnaires. Tout ça, ça peut nous dire soit il est à risque de se blesser ou il n'a pas de risque de se blesser. Ok? Il va se blesser, il ne va pas se blesser. Comment je peux savoir s'il va se blesser ou s'il ne va pas se blesser? La seule solution, c'est d'ouvrir la boîte. Mais est-ce que vous allez prendre le risque d'ouvrir la boîte? Ouvrir la boîte, ça veut dire mettre le joueur à l'entraînement. Quand bien même les données diraient il a un risque de se blesser. S'il se blesse, les données, elles avaient raison. S'il ne se blesse pas, les données, elles avaient tort. Si les données, elles disent il va se blesser, que vous ne le mettez pas à l'entraînement, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous aviez raison. Aucun. Donc quand on dit on a évité des blessures parce qu'on ne l'a pas fait s'entraîner, oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour éviter les blessures, on n'entraîne plus personne. C'est encore plus simple. Donc, encore une fois, avant d'observer, il y a plusieurs futurs possibles. Quand vous avez vos données, que vous les lisez, il y a plusieurs futurs possibles. C'est possible qu'il se blesse. C'est possible qu'il ne se blesse pas. C'est possible qu'il progresse. C'est possible qu'il ne progresse pas. Une fois qu'on a fait l'observation, il n'y a qu'un seul passé. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il ne s'est pas blessé? Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il n'a pas progressé? Cette manière de réfléchir, avec cette analogie avec la physique quantique, elle vous permet de comprendre que, dans tous les cas, on ne pourra pas savoir tant qu'on n'aura pas testé. Donc, vous ne saurez pas. Vous n'aurez jamais de certitude. La seule certitude que vous avez, c'est que, sans tester, vous ne saurez pas. Donc, l'idée, à long terme, c'est d'atteindre cet état-là. Passer de l'arrogant qui croit qu'il sait tout, à celui qui ne croit plus en rien, à plus tard, un jour, peut-être, la maturité de quelqu'un qui essaye de décider malgré l'incertitude qui existe. Parce que quand on se pose la question de est-ce qu'on est préparateur physique ou gestionnaire du risque, la réalité, c'est qu'on n'est pas des gestionnaires du risque, mais on est des personnes qui essayons de décider dans l'incertitude. La seule chose qu'on peut faire, c'est croire que la décision qu'on prend est la bonne. Et parfois, ça ne sera pas la bonne. Et ce n'est pas grave parce qu'on aura appris quelque chose. Donc, comme ça a été dit au départ, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le doute comme moteur, penser scientifiquement dans un monde incertain » où je questionne un peu tout ça. J'ai été voir dans plein de domaines. Vous avez vu des exemples sur la physique quantique, mais il y a des exemples dans plein d'autres domaines. Et je pense qu'une des choses qu'on peut le plus faire, nous, en tant que préparateur physique, en tant qu'entraîneur, en tant qu'intervenant, et même dans le monde de manière générale, c'est de remettre un peu plus le doute au centre de nos vies, parce qu'on nous apprend qu'il ne faut pas douter, alors que je pense vraiment que c'est ce qui peut nous permettre de devenir meilleurs.
Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, je suis là toute la journée. Donc, s'il y en a qui n'osent pas poser des questions ici, vous pourrez les poser plus tard. Merci.